Okay. Donc, encore une fois, Zulf Laoun, bonsoir. Je me présente, Maître Khaled Abdichrif, notaire et conseiller juridique. Tout d'abord, j'aimerais remercier les membres du réseau professionnel de me donner l'occasion de faire cette petite conférence concernant les livres 2 minutes corporatifs. Donc c'est ça. Pour commencer, j'aimerais juste tout d'abord pourquoi j'ai choisi de faire commencer une petite série peut-être de conférences, on va voir dans le futur, par le livre corporatif. Avec mon expérience au bureau, j'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de professionnels qui soit n'ont pas le livre ou s'ils l'ont, ça fait des années qu'il n'est pas mis à jour. Donc, j'ai décidé avec les membres du réseau de commencer avec cette conférence et de démontrer un peu l'importance d'avoir ce livre, le livre 2 minutes corporatif, et surtout de le mettre à jour. Parce qu'il ne sert à rien de l'avoir si on ne le met pas à jour annuellement. Donc, je vais commencer tout d'abord, si vous me le permettez, par définir c'est quoi une société par action. Au moins pour vous donner une idée, une société par action, c'est une entité constituée par la loi. Donc ici au Canada, on a principalement 2 lois qui nous permettent de créer 2 sortes de sociétés par action. On a la loi sur les sociétés par action de charte fédérale au Canada. Et on a la société de charte provinciale, société par action du Québec. Ce sont ces 2 lois qui nous permettent d'incorporer ce genre de société. Elle est dotée, la société par action, qu'elle soit au fédéral ou au provincial, est dotée d'une personnalité juridique indépendante et autonome, à qui la loi reconnaît des droits et des obligations. Donc, c'est une personne indépendante de ses actionnaires. Elle agit d'une part par l'intermédiaire de son conseil d'administration et de l'assemblée des actionnaires. La loi provinciale permet, dans quelques cas, de ne pas avoir de conseil d'administration, mais c'est juste quand il y a un seul actionnaire qui va agir comme administrateur. La deuxième caractéristique, c'est ce qui la différencie aux autres formes de société, et le fait qu'elle existe en tant que quantité distincte de celle de ses actionnaires. Donc c'est vraiment une personne, on dira qu'elle jouit de la personnalité morale, à contrario d'une personnalité physique. Les conséquences de l'acquisition de la personnalité morale. Quand on a la personnalité morale, en tant que société, cette société a le droit de posséder des biens meubles ou des biens immeubles, des brevets, toutes sortes de biens. Elle possède aussi la mise de fonds qui est appelée le capital action. Le capital action, c'est ce qui forme toutes les actions de la société, qu'elles soient ordinaires ou privilégiées. Je n'aimerais pas rentrer dans les détails des actions parce que c'est vraiment une autre conférence toute seule. La société ayant la personnalité morale peut acquérir des droits et avoir des responsabilités et des obligations, sachant que la société peut être elle-même actionnaire dans une autre société. La loi le lui permet. Par exemple, dans des holdings aussi. Elle peut signer des contrats et des conventions à travers son conseil d'administration, étant donné que la société n'est pas une personne physique et n'a pas de corde vocale pour parler. C'est à travers son conseil d'administration ou son administrateur unique qu'elle s'exprime via des résolutions.
Elle peut aussi intenter des poursuites en justice et elle peut elle-même être poursuivie en justice en cas de préjudice à autrui. Elle est administrée, comme je le disais, par un conseil d'administration élu par l'Assemblée des actionnaires. La responsabilité des actionnaires est limitée à leur part dans la société par les actions qu'ils détiennent, toujours. D'ailleurs, la première raison pour laquelle les professionnels créent des sociétés, c'est de pouvoir distinguer leur propre patrimoine, qu'est-ce qu'ils ont chez eux-mêmes, de celui de la société. Et en cas de faillite de la société, les créanciers de la société ne puissent pas atteindre le patrimoine des actionnaires, juste à la hauteur de leurs actions. Donc, s'ils détiennent, donc c'est vraiment la société qui détient des dettes et détient des créances. Et c'est ce qu'on appelle le voile corporatif. Ça sépare entre le patrimoine de la personne actionnaire et celle de la société. Je vais commencer maintenant à parler du livre de minutes. Je vais commencer par l'obligation légale. Donc, comme je le disais au tout début, il y a la loi canadienne sur les sociétés par action et la loi sur les sociétés par action du Québec. C'est ces deux lois qui imposent la création d'un livre de société. La loi fédérale peut imposer jusqu'à 5 000 $ d'amende si une société n'a pas observé cette obligation. Donc, si une société de charte fédérale n'a pas de livre de compagnie ou s'il n'est pas mis à jour, elle peut être pénalisée d'un montant d'une amende de 5 000 $. La charte provinciale, elle, c'est carrément la dissolution. En fait, si 2 ans de suite, la mise à jour au registre des entreprises n'a pas été effectuée par la société. Quand je parle de la société, je parle bien des administrateurs parce que c'est eux qui agissent au nom de la société. Et si 2 ans de suite, les mises à jour n'ont pas été faites au registre des entreprises, c'est la dissolution. Donc vous allez vous retrouver avec une société qui n'existe plus. Donc vous ne pouvez plus poursuivre s'il y a des dettes. Si la société a des dettes et que ces dettes-là n'ont pas été remboursées, si la société est dissoute, elle n'a plus de personnalité morale qui lui permet d'aller poursuivre quelqu'un en justice. Et ça, c'est une vraie problématique, c'est vraiment dangereux. Donc ça, c'est le côté obligation légale. L'autre côté, je vais énumérer un peu la composition de ce livre, parce qu'il y en a je pense que la plupart ici connaissent le livre. S'ils le connaissent, ne connaissent pas vraiment en détail, généralement c'est les professionnels, c'est les juristes, notaires, avocats qui ont le droit de le mettre à jour et de le compléter. Il se compose premièrement par les statuts de constitution. Les statuts, on les obtient le jour de l'incorporation au registre des entreprises. Dès l'enregistrement, le registre des entreprises nous remet les statuts de constitution de la société. Il y a aussi le règlement intérieur de la société. On retrouve aussi les procès-verbaux et les résolutions écrites des actionnaires. C'est ce qui permet, comme je le disais, d'exprimer les volontés de la société. Les procès-verbaux et les résolutions, on ne va pas les utiliser à tout bout de champ tous les jours. On ne va pas acheter du papier, ah tiens, il faut qu'on fasse une résolution. Non. Mais si on emprunte, je ne sais pas moi, un 200 000 $, je pense qu'il vaut mieux avoir une résolution qui démontre que le prêt a été fait dans les formes. Et si on prête 200 000 $ aussi, il faut le faire par écrit. Comme on dit, les paroles partent, les écrits restent. Et comme on va le voir, nous aussi, on en aura vraiment besoin. Il y a aussi la liste des coordonnées des administrateurs, la date du début de leur mandat, ainsi que la date de la fin de leur mandat.
Ça, c'est aussi important pour retrouver des administrateurs qui ont exercé leurs fonctions à une certaine époque, surtout après la vente d'actions pour d'autres actionnaires. Et si on veut retracer ces administrateurs, il faut qu'il y ait dans le livre leurs coordonnées et leurs noms. On rajoute aussi des renseignements quant à la détention d'actions. Donc, dans le livre, au registre, on a le nom des actionnaires. Le maximum d'actionnaires qu'on peut mettre au registre des entreprises, c'est 3 actionnaires. Donc, si vous êtes 10 actionnaires dans votre société, sachez qu'il y aura juste 3 noms au registre des entreprises qui va être inscrit. Donc, si une tierce personne va vérifier au registre des entreprises qui sont les actionnaires de cette société, il y aura juste 3 personnes, même si vous êtes 10 ou 20. C'est le livre de minutes qui va le déterminer. Il va déterminer les noms, prénoms des actionnaires, leur adresse, la catégorie d'actions qu'ils détiennent, est-ce que c'est des actions ordinaires ou privilégiées. Et il va déterminer aussi le nombre d'actions qu'ils détiennent et la valeur de leurs actions, leur part dans la société. Et enfin, aussi, quand il y a des transferts d'actions, ça va être mentionné dans le livre de minutes. Souvent, on fait soit des cessions, des achats de gré à gré, quand la société reprend ses actions elle-même et les annule, ou sinon, c'est des transferts entre actionnaires eux-mêmes, ou qu'il y ait un nouvel actionnaire. Parmi les derniers documents, et dans le cas où il y a plusieurs actionnaires, on parlera aussi de convention unanime d'actionnaires. C'est le contrat qui va régir la relation entre les actionnaires eux-mêmes. Pas les actionnaires et l'administrateur, mais c'est vraiment entre les actionnaires. Par exemple, si un actionnaire décède, qu'est-ce qui va se passer avec les autres actionnaires? Est-ce qu'on va se retrouver avec la famille de l'actionnaire qui est décédé? Est-ce que c'est tout ça? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle a aussi son importance, cette convention. Donc, pourquoi la mise à jour? Donc, à partir du moment où on a un livre, il faut le mettre à jour. Pourquoi? Eh bien, premièrement, l'opposabilité et la preuve. Je vais expliquer. Je vais d'ailleurs vous... il y a un certain temps, il y a un de mes collègues qui avait fait l'acquisition, lui il est notaire aussi, il avait fait un achat pour un de ses clients, un immeuble de plus de 400 000 $. Et le jour, comme vous le savez, quand on procède à une transaction d'achat d'un immeuble, avant de débourser l'argent au vendeur, on va au registre foncier vérifier est-ce que l'acte de vente a été enregistré avant de débourser. C'est notre travail en tant que notaire, vérifier que le transfert de propriété a été effectué et qu'il est opposable aux tierces. En vérifiant au registre, il trouve une hypothèque légale inscrite par Revenu Québec contre son acheteur, pas le vendeur, contre son propre acheteur. Et pourtant, ça faisait quoi? 24-48 heures. Et apparemment, on lui réclamait un montant pour des déductions à la source, apparemment, il était administrateur. Mon confrère appelle son client, il lui dit « Est-ce que vous avez été déjà administrateur dans une société ?» Il dit « Oui, mais il y a quelques années. Mais normalement, elle a fait faillite la société, elle a été dissoute. Et moi, je ne suis plus administrateur, j'ai démissionné. » Il lui réclame alors de lui ramener la démission ainsi qu'une copie de la résolution prouvant que le conseil d'administration a approuvé sa démission et qu'elle a été ratifiée par l'assemblée des actionnaires. Le client, malheureusement, n'a aucun document. Il lui dit « J'ai laissé les autres administrateurs s'occuper de ça ». En regardant au registre, la surprise était que la société existait encore et le pire, qu'il était encore administrateur.
Et malheureusement, n'ayant pas le livre ni de documents prouvant qu'il avait démissionné, ni de résolution, il a dû faire une entente avec Revenu Québec pour payer 375 000 $. Oui, oui. Et c'est vrai, c'est réel ce que je vous dis. Donc, c'est vraiment, comme je dis, l'importance d'un livre de société pour qu'il soit opposable soit aux autorités fiscales, soit devant les tribunaux, et qu'elle soit utilisée comme preuve, elle est vraiment très, très importante. C'est vraiment une obligation légale. On fait 2 mises à jour. La première, on l'a fait au registre des entreprises. Le registre des entreprises va refléter ce qu'il y a dans le livre. Si on fait des mises à jour au registre des entreprises sans avoir le livre physique, on fait une fausse déclaration. Il faut le savoir. Donc, le registre va refléter. On va dire que le livre, il y a tout le règlement, les résolutions, les certificats d'action et tout ça, les administrateurs. Et donc, au registre, on va mettre à jour le siège social, si on a déménagé, si le siège social a déménagé. On va mettre fin au mandat des administrateurs qui ont déjà fini leur mandat, ou s'il y a un renouvellement, on va le renouveler, ou on va le laisser comme ça. Nommer les nouveaux administrateurs. Je parle du registre, hein, je ne parle pas encore du livre. C'est vraiment ce qu'on met comme mise à jour au registre des entreprises. Et l'arrivée de nouveaux actionnaires et la fin, enlever les anciens actionnaires. Ça, c'est au registre. La mise à jour du livre va consister en 3 principales résolutions. La première, c'est la résolution écrite tenant lieu d'une réunion du conseil d'administration. Donc, cette résolution va approuver les états financiers fournis par le bureau comptable et autoriser un des administrateurs à signer ces résolutions. La deuxième, ces résolutions, je tiens à préciser, ce sont des résolutions annuelles, c'est les principales mises à jour du livre. Hein. La deuxième résolution écrite, c'est celle de l'Assemblée des actionnaires, qui va ratifier les décisions prises par les administrateurs pendant l'année ou en vertu de la résolution, la dernière résolution annuelle. La troisième résolution, ensuite, est préparée par le conseil d'administration pour nommer les dirigeants, le trésorier, le secrétaire, le président, qui a déjà été ratifié parce que c'est l'Assemblée des actionnaires qui va nommer ces administrateurs, et les administrateurs entre eux vont nommer le président, tous les dirigeants. Et s'ils consentent à nommer un vérificateur ou non, ou ce sera juste un comptable. Les autres résolutions qu'on peut rajouter, cela dépend aussi des situations. S'il y a une déclaration de dividende ou d'un boni, s'il y a des résolutions autorisant un emprunt, il faut la mettre aussi dans le... il faut noter que les résolutions ne sont pas obligatoires. C'est juste les mises à jour qui sont obligatoires. Mais étant donné qu'on a toujours besoin de preuves au cas où, comme on l'a vu dans notre cas tout à l'heure, il vaut mieux avoir en écrit. Il vaut mieux, pas pour acheter du papier, comme je le disais, mais au moins pour prouver toute la bonne gestion et la diligence des administrateurs. Il y a la résolution aussi pour l'acquisition ou la vente d'un immeuble. Dans le cas où la société veut vendre toutes ses mobilisations, à ce moment-là, il faut absolument aussi une résolution du conseil de l'Assemblée des actionnaires. Ça, on ne peut pas y échapper. Toute modification au niveau des actions aussi, il faut le faire sous forme de résolution. Et la modification des statuts aussi, on a besoin de ratification par le conseil des actionnaires.
modification du règlement intérieur ou administratif. La conséquence de l'absence du livre de minutes ou la non mise à jour de celui-ci. La première conséquence, c'est la difficulté d'obtenir de l'information exacte concernant l'identité des actionnaires et leur nombre. Comme vous le savez, au registre, on va mettre les actionnaires qui sont présents, qui sont actionnaires dans le moment. Si un actionnaire cède ses parts, on va changer l'information au registre, mais si le livre n'existe pas, on n'aura plus de trace de cet actionnaire. Et si un acheteur d'une société veut vendre après 7 ans, si son acheteur veut faire une vérification diligente, quand on dit vérification diligente, faire toute la vérification de l'acquisition des actions, de l'administration, des états financiers, il ne pourra pas retracer le nom et l'adresse des anciens actionnaires. Et s'il y a eu des fraudes de la part de ceux-ci, malheureusement, on ne pourra pas les retracer. Ça sera très, très difficile. Et s'il y a une poursuite à l'encontre de la société, les nouveaux actionnaires peuvent, s'ils ont un très bon avocat, peuvent être eux-mêmes responsables. Donc, de ce côté aussi, il faut faire attention. Les administrateurs aussi, étant donné que les administrateurs, on va enregistrer juste les administrateurs qui sont en fonction dans le moment et pas les anciens administrateurs. C'est la même chose pour les actionnaires. Et le capital action. Le capital action, on va enregistrer un capital action dans le registre des entreprises, mais quand une tierce personne veut aller vérifier quel capital action détient cette entreprise, il ne pourra pas le voir parce que le capital action existe dans le livre. Donc, toutes les catégories d'actions, qu'elles soient ordinaires ou privilégiées, elles vont être dans le livre de la société. Et il faut comprendre aussi qu'une société qui aspire à se développer très vite et qui voudrait avoir de l'argent frais, on va dire, avoir de nouveaux investisseurs sans pour autant que ces investisseurs aient un droit de vote, à ce moment-là, on pourrait utiliser des actions privilégiées pour permettre de faire rentrer de l'argent et continuer à investir. La deuxième conséquence, c'est la crédibilité de la société. Et je pense que c'est la plus importante. À partir du moment où on crée une société, pour exercer une activité commerciale, et si une société n'a plus de crédibilité vis-à-vis de ses partenaires, c'est la confiance, le trust qui est perdu. Et s'il n'y a plus de confiance dans les relations commerciales, vous êtes tous professionnels ici, on est d'accord pour dire qu'il n'y a plus de société. Donc, en cas de vente, je l'avais mentionné tout à l'heure, mais je le réitère, en cas de vente de l'entreprise, si l'acheteur des actions de l'entreprise ne peut pas faire sa vérification, et parce que le livre n'existe pas, pour lui, ça ne sera pas un gage de bonne foi. Et ça démontre en fait que la société a été mal gérée et mal administrée. Et c'est l'un des points, d'ailleurs, ça m'est arrivé où un de mes clients voulait acheter une garderie qui était gérée par une société. Quand j'ai demandé au vendeur de me ramener le livre, ce dernier m'a dit « on n'a pas de livre. On a créé la société au registraire, mais on n'a pas de livre. » J'ai tout de suite dit à mon client « n'achète pas les actions, achetez juste le fonds de commerce. » Parce que c'est une boîte de Pandore. Si vous l'achetez, vous allez vous retrouver peut-être avec des dettes que vous ne voudriez pas avoir. J'ai pu le convaincre et finalement, il a créé ça. Parce que souvent, on dit ah, « ça va faire des frais en plus, je vais créer une société pour acheter. » Là, la société est créée. Non. C'est vraiment, c'est pas des économies de bout de chandelle. Si on crée sa société, elle commence de zéro.
c'est mieux que d'acheter quelque chose dont on ne sait pas à quoi s'attendre. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Après une année d'exercice, la CNSST le contacte parce que l'ancienne société n'avait pas payé les cotisations des travailleurs pour un montant de presque de 5 000 $. Il me contacte, il me dit, la société me contacte, je lui dis, n'ayez pas peur parce que ce n'est pas la même société. Ce n'est pas la même société, pardon. Est-ce que ça a resté toujours sur le même nom du propriétaire ou ils ont changé de... C'est une société distincte. Mais automatiquement, c'est un fonds de commerce, mais automatiquement les dettes vont se... Non, c'est ce que je parlais au début. C'est une personne morale distincte. Vous, quand vous achetez des meubles ici, okay, vous les achetez d'une autre personne. Okay. Moi, quand je fais une transaction pour des meubles ou un immeuble, je vérifie au RDPRM, registre des droits mobiliers, personnels mobiliers, est-ce qu'il y a une hypothèque dessus? S'il n'y a pas d'hypothèque, c'est correct, il peut les acheter. S'il y a une hypothèque, à ce moment-là, je vais garder l'argent, je paye le créancier et je fais la vente. C'est pareil comme les immeubles. Dans ce cas-là, j'ai vérifié au registre des entreprises, il n'y avait pas d'hypothèque. CNSST, comme ça pouvait être le CNSST, comme ça pouvait être n'importe qui. On ne le sait pas. La CNSST ont tenté, parce que c'était la même adresse, c'était le même numéro de téléphone, mais ce n'était pas la même société, ce n'était pas la même personne. Lui, il achetait juste les meubles. Donc, j'ai dû contacter CNSST, je leur ai envoyé l'acte de vente du fonds de commerce, pas de la société. À ce moment-là, ils ont cessé de le poursuivre. C'est vraiment délicat et très, très important de le savoir. Oups, excusez-moi. La deuxième chose, oui. Est-ce qu'on peut garder la raison sociale, par exemple? Ça, c'est une entente, oui, bien sûr. Oui, oui, parce que la raison sociale est un des éléments de la société. C'est juste un des éléments. Souvent, ce que je fais, moi, je propose de créer une société à numéro et de faire des noms en plus, en fait, des noms utilisés au Québec, par exemple. Ça, on peut le faire. Mais la société elle-même, avec son patrimoine, elle appartient à la société. Les administrateurs vont changer, les actionnaires vont changer, mais c'est la même société. Mais il y a toujours la responsabilité des administrateurs, comme je l'ai déjà mentionné, d'ailleurs, je conseille souvent aux administrateurs de prendre une assurance responsabilité par rapport à leurs fonctions. Elle n'est pas de trop. Elle n'est vraiment pas de trop. C'est pour éviter toute surprise dans le futur. L'autre point aussi, c'est la difficulté de trouver du financement. Comme vous le savez, l'argent est le nerf de la guerre. Et les sociétés ont toujours besoin d'argent, soit via un emprunt auprès des institutions financières, soit en souscrivant de nouvelles actions. Mais souvent, ici, on le fait en allant à la banque demander un prêt. La banque va toujours demander est-ce que c'est correct? Va toujours demander le livre de minutes et si est-ce qu'il est à jour. Et s'il n'est pas à jour, l'emprunt ne va pas se faire malheureusement. L'autre point, c'est la vérification fiscale. J'ai eu un client où, pendant 7 ans, il avait 4 sociétés. Il n'avait pas fait de mise à jour. Il a été poursuivi par Revenu Québec pour de la TPS-TVQ. Et vous connaissez Revenu Québec, surtout la section TPS-TVQ, quand ils tiennent quelqu'un, ils ne le lâchent pas. Et il m'a ramené ces 4 livres pour faire la mise à jour. Malheureusement, quand on fait une mise à jour de 7, 8, 9, 10 ans, d'un seul coup, ce n'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil parce qu'il y a beaucoup d'informations qui vont nous échapper. Et la meilleure façon, c'est de faire la mise à jour annuellement et à chaque fois qu'on fait, enfin, ponctuellement pour des décisions importantes. Ça, c'est très
très important, je réitère ce point plusieurs fois. Et le dernier point, c'est la détermination de la responsabilité personnelle des administrateurs. Je n'arrêterai jamais de soulever ce point parce que c'est toujours eux qui sont en première position parce qu'ils ont une responsabilité contractuelle. L'administrateur doit, dans sa gestion, être diligent et faire être de très bonne foi. Cela signifie qu'ils doivent exercer un niveau raisonnable de prudence et de diligence dans le cadre de l'administration de la société et agir faisant preuve d'honnêteté, de bonne foi et dans l'intérêt fondamental de la société. Éviter tout conflit d'intérêts. D'ailleurs, je vais vous lire quelques pas des clauses, mais c'est par rapport à la responsabilité de l'administrateur quant à la mise à jour au registre et des informations qui sont au registre. Donc, une entreprise qui omet de produire des déclarations prévues par la loi, qui produit une fausse déclaration, par exemple, le livre n'existe pas et je mets à jour le registre des entreprises, ça c'est une fausse déclaration, parce que le livre n'existe pas. Ou qui produit une déclaration incomplète ou trompeuse est passible d'une amende de 500 à 5 000 $. Cette partie, c'est pour les personnes physiques, hein, c'est pas une société. Dans le cas, elle est passible d'une amende de 1 000 à 10 000 $ dans les autres cas. Ça veut dire dans les cas d'une société. La première, 500 à 5 000 $, c'est dans le cas d'une personne physique qui n'a pas de société, qui fait une fausse déclaration. Et la deuxième partie, de 1 000 à 10 000 $ dans le cas d'une société qui fait de fausses déclarations. On parle ici de l'administrateur. Ces amendes peuvent doubler en cas de récidive. Donc, si on le fait une deuxième fois, on fait de fausses déclarations une deuxième fois, à ce moment-là, l'amende sera le double. De plus, lorsque l'infraction est commise par un administrateur du bien d'autrui, d'un dirigeant ou d'un fondé de pouvoir, les montants minimal et maximal de l'amende sont le double de ceux prévus pour une personne physique commettant cette infraction. Ça veut dire, pour une société, elle va payer 1 000 à 10 000 $, et pour l'administrateur aussi. Donc, c'est deux fois. La société va payer 1 000 ou 10 000 $, et l'administrateur aussi, étant donné qu'il est une personne physique qui administre une société, on va lui imposer les mêmes montants, 1 000 à 10 000 $, donc le double du 500 et du 5 000 $. Par ailleurs, le dernier paragraphe concerne les professionnels qui agissent au nom des administrateurs. Quiconque accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une personne à commettre une infraction visée par la loi, commet lui-même cette infraction. Donc, si un professionnel agit au nom d'un administrateur, donc il va au registre des entreprises, il crée une société, va obtenir ses statuts, mais ne crée pas de livre, il commet une infraction. Il faut le savoir. S'il va au registre, il fait mise à jour annuelle, il met à jour les informations au registre, mais ne fait pas la mise à jour du livre, il commet une infraction. Parce que, comme je le disais, ce qu'il y a comme information au registre, c'est ce qu'il y a dans le livre. Pour terminer, je vous dirais, la mise à jour annuelle du livre de la société s'avère une opération rentable à long terme. Donc, pour éviter tous les problèmes qui peuvent surgir pendant la vie active de la société, surtout, moi je parle des administrateurs, il vaut mieux le faire, même côté pécunier, ça coûte moins cher de faire annuellement sa mise à jour chez un professionnel, avocat ou notaire, parce que c'est eux qui ont le droit de le faire, et mieux que de le laisser jusqu'à ce qu'un problème surgisse.
Et à ce moment-là, ça va coûter encore plus cher d'essayer de régler des problèmes, plus les pénalités ou les poursuites qui peuvent surgir. Voilà, je vous remercie et s'il y a des questions, je vous en prie. Merci. Merci.